Fred Savard avec vous pour ce 27e épisode de la balado. Mais attention, je ne serai pas seul aujourd'hui parce que la balado est sur la route. Ouais, avec Godefroy Lorando, cette semaine, on s'est rendu à Victoriaville pour le Forum régional sur la mobilité durable. C'était organisé par le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. On est déjà allé là. À la saison 1, je pense que c'est la première sortie officielle de la balado. C'était à Victoriaville pour un forum sur le développement durable. Là, c'était vraiment spécifiquement pour le transport durable. Alors, vous allez voir, il va y avoir autour de la table plusieurs personnes. C'est vraiment une discussion qui a été, panel en fait, qui a été très, très, très intéressant. Et tantôt, ça sera bien sûr présenté. Ce sera en fait une partie de cet épisode-là parce qu'à la fin, Godefroy avait préparé une chronique. On pensait la faire devant les membres du forum, mais c'était en fin de journée. Je trouvais que c'était peut-être pas l'environnement idéal pour une chronique longue de Godefroy. Alors ça va suivre après le segment enregistré à Victoriaville. On terminera l'épisode avec Godefroy, mais il sera là aussi pendant le panel. Et vous allez voir, son sujet est vraiment, vraiment intéressant. Mais en attendant, il y a une nouvelle tradition qui s'est installée à la balado. Alors, avant d'y aller avec le panel, on va y aller avec ceci. Les actualités cette semaine. Oui, j'ai eu du plaisir avec les identifications. Des exigences environnementales trop sévères et sans fondement scientifique pourraient causer la fermeture de la fonderie Horn. Ce sont des menaces qu'on retrouve dans un document que la multinationale Glencore a envoyé au ministre de l'Environnement, Benoît Charette, au mois de mars. Et ce document a été rendu public cette semaine. La multinationale a aussi menacé de ne pas investir les 500 millions promis afin d'améliorer la qualité de l'air à Rouyn-Noranda si jamais le gouvernement allait de l'avant avec un resserrement des mesures, ce qui n'a pas été le cas. Alors, Glencore est rassuré. Et surtout, depuis qu'on sait que c'est le bon vieux fonds catholique qui inspire François Legault, nos élites politiques vont faire comme dans le bon vieux temps et chier dans leur culotte devant la menace économique et manger dans la main de ceux qui nous polluent. Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles qui émanent de notre gouvernement caquiste parce que cette semaine, il y a une bonne nouvelle. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a finalement annoncé le lancement de la nouvelle ligne 1833 dénonce qui permettra de signaler les cas d'inconduite sexuelle ou de violence dans les écoles du Québec. Ça fait plusieurs années que les intervenantes dans le milieu le demandent. Et il y a la députée libérale Marois Risky qui a été une de celles parmi les élus qui a mis le plus de pression sur le ministre dans les derniers mois pour qu'il agisse et mette de l'avant cette ligne de dénonciation. Il faut quand même le dire, il faut aussi remercier les agresseurs qui ont sévi dernièrement dans les écoles secondaires privées. Parce que je pense que c'est ça là, qui a visiblement inquiété le gouvernement et le ministre, parce que ça fait des décennies que les violences sexuelles se déroulent dans les écoles publiques sans qu'aucun ministre ne lève le petit doigt. Alors encore une fois, l'excellence du réseau des écoles privées, même au niveau des agressions sexuelles, permet à tout le Québec de progresser. Alors du coup, merci Stan. Un nouveau sondage Confederation of Tomorrow, compilé par la firme Environix Institute, semble démontrer que le projet de souveraineté n'intéresse maintenant plus que les baby boomers et la génération X. De 2002 à aujourd'hui, l'appui à la souveraineté chez les 18-34 ans chute de 25% en 2002 à 9% aujourd'hui, alors qu'il grimpe de 18 à 28% chez les 55 ans et plus. C'est quand même tout un revirement puisque la tradition dans le mouvement souverainiste était d'attendre que les vieux meurent pour que finalement advienne le pays. Aujourd'hui, c'est finalement l'inverse. Et rappelons quand même qu'en 2002, c'est une drôle d'année de référence. En 2002, c'était Bernard Landry qui était le chef du Parti québécois. Et disons qu'il ne se passait pas grand-chose sur le front constitutionnel pour soulever les foules. On se rappelle aussi que c'est à partir de ces années-là, 2002-2003, que le PQ a commencé à abandonner son idéal social-démocrate pour rejoindre les sirènes du néolibéralisme. Quelques années plus tard, avec l'arrivée d'André Boisclair à la tête du parti en 2005, comme on le disait au PQ à l'époque, il faut prendre ce genre de sondage avec un grain de poudre. Et on termine avec des nouvelles de notre sociologue dandy dissident qui n'y est pas allé de main moite avec la compagnie de nouilles Barilla qui diffuse en Europe une publicité pour promouvoir sa nouvelle recette de pâte carbonara inclusive. Et lors d'une de ses centaines de tribunes à CNews, il décrivait la dite publicité. On écoute. Qu'est-ce qu'il fait, le grand chef cuisinier? Il appelle ses collègues. Et là, il décide de concocter ensemble une nouvelle recette de carbonara
inclusive. Et qu'est-ce qu'on met dans la recette désormais? Ces ingrédients sont des spaghettis sans gluten, du safran, des pommes de terre, du céleri rave, des flocons de soja, du poivre et de l'huile d'olive, tout choisi pour préserver, à ce qu'on dit, le goût, la texture de la véritable carbonara. Donc là, vous comprenez qu'on change le plat, on change son contenu, on change sa saveur, mais on explique que c'est la même chose en version inclusive. Alors voilà un cas de figure intéressant et qui donne espoir quand même, parce que rappelons-nous qu'en 2019, le CEO, la tête dirigeante de la compagnie Barilla, Claudio Colzani, qui est toujours en poste d'ailleurs aujourd'hui, avait affirmé en entrevue à la radio nationale italienne qu'il n'allait jamais accepter que Barilla fasse la promotion de l'homosexualité dans ses commerciaux parce qu'il n'adhérait pas à ces valeurs-là. Alors, visiblement, il a cheminé vers l'inclusion, puisqu'aujourd'hui, la compagnie propose une carbonara inclusive aux grandes dames du nationalisme identitaire. Et à la balado, on a l'impression que c'est un peu à cause de gens comme notre sociologue dandy dissident que Barilla doit rejoindre une nouvelle clientèle, puisque, comme plusieurs l'ont remarqué, notre dandy dissident a perdu du poids depuis quelque temps. On le félicite vraiment. Il semble en meilleure forme. Il est même carrément étincelant dans ses complets griffés. Je dois même avouer que moi-même, si j'étais une femme du 20e siècle, catholique, facilement érotisée par la démagogie et aimant passer mes vacances d'été au Puy du Fou, j'avoue que ce dandy dissident m'érotiserait. Alors voilà, c'est pour ça que Barilla doit élargir sa clientèle, parce que des gens comme Mathieu ont décidé de laisser une moins grande empreinte carbonara dans leurs assiettes et ont décidé d'organiser, visiblement, un grand remplacement de leur diète. Cela dit, notre dandy dissident ne devrait pas se formaliser qu'une entreprise millionnaire change une recette traditionnelle pour rejoindre une nouvelle clientèle, puisqu'il fait la même chose chaque semaine dans toutes ses tribunes. Il s'enrichit avec une nouvelle recette d'intolérance face à la différence, une recette traditionnelle qui existe depuis les années 30, des deux côtés de l'Atlantique. C'était les actualités cette semaine. Alors voilà, toute petite rétrospective de l'actualité. Et là, on va tout de suite, immédiatement, se rendre à Victoriaville pour aller discuter des enjeux de la mobilité durable. Je vous le dis tout de suite, l'enregistrement, est devant public. Il y avait une centaine de personnes. La salle était relativement grande. C'était au centre des congrès de Victoriaville. Vous allez voir, il y a un peu d'écho. On entend très bien, mais j'ai malheureusement pas réussi à m'assurer que le son de la salle entre dans les micros. C'est quand même assez difficile et je ne suis pas un ingénieur de son dans la vie. Et au montage aussi, j'ai quand même essayé de réduire ça, mais ça sonne un petit peu écho. Là. C'est pas la même prise de son que dans les luxueux studios à balado. Je voulais quand même vous avertir. Allez, bon épisode tout le monde. Alors, je vais tout de suite présenter les gens qui sont autour de la table. D'abord, Godefroy Lorando. Bonjour, Godefroy. Bonjour, Frédéric. Bon, là, évidemment, les gens dans la salle vous connaissent peut-être pas s'ils n'écoutent pas la balado, mais les gens de la balado, les auditeurs, les 9000 auditeurs savent que la mobilité, oui, c'est quelque chose. Ça me touche énormément. J'essaie de me mobiliser durablement le plus possible, tout le temps. Ça vous habite. D'ailleurs, il faut le dire, moi et Godefroy, on est venus en autopartage aujourd'hui, en commune auto. Oui. Malheureusement, il n'y avait plus de voiture hybride, alors on a brûlé du gaz, mais on est quand même deux dans une voiture. On n'est pas en voiture solo. Ce concept complètement dégueulasse. Je rappelle, Godefroy Lorando, vous êtes le petit-fils d'André Lorando. Oui, Fred. Alors, vous êtes génétiquement équipé pour participer à ce genre d'exercice-là. Oui, Fred me fait honte systématiquement à chaque fois qu'on sort de Montréal. Mais ces enjeux-là, environnement, mobilité, transport collectif, nouvelles énergies, c'est votre dadasse. Oui, effectivement. Je suis devenu par la bande finalement un chroniqueur environnement, alors que je voulais simplement faire une revue scientifique à chaque épisode. Mais en même temps, dans ma vie, il est arrivé toutes sortes d'affaires qui font que je n'ai plus de voiture, je suis un cycliste, puis j'essaie d'être le plus actif possible, ce qui est beaucoup plus facile à 1 minute du métro Jarry qu'au coin du boulevard Arthabasca. Mais on va en parler. D'ailleurs, on a Geneviève Dick avec nous. Bonjour. Moi, j'ai brûlé du gaz. Oui. Ouais. Alors, vous êtes conseillère en développement des communautés dans la MRC de la Haute-Côte-Nord. Vous êtes la seule, je crois, de la Côte-Nord aujourd'hui, parce qu'il faut dire, le Forum interrégional de mobilité durable, qui est enregistré aujourd'hui, c'est beaucoup des gens du centre du Québec, Estrie, et c'est pas tout le Québec. Alors, vous êtes
Vous êtes parti quand? Vous êtes aux Escoumins? Oui, je suis de Tadoussac. Je travaille aux Escoumins. voilà. La MRC est aux Escoumins. Ouais. Puis, dans le fond, je suis partie hier après ma journée de travail. Ouais. Puis, je suis arrivée à 9h. Évidemment, là, les gens vont écouter la balado dans 2-3 semaines. Fait qu'ils vont être vraiment impressionnés de savoir que vous êtes parti hier, mais 3 semaines après. Mais on va parler de c'est quoi les enjeux de mobilité durable et de transport collectif et d'autres choses que de la voiture dans une région comme la Haute-Côte-Nord. Ça, je trouve Parce qu'on parle de transport chez nous aussi. Dans le fond, c'est ça un peu. Moi, je fais ma maîtrise en travail social sur les enjeux de solidarité sociale reliés au transport dans une région qui n'a pas de transport collectif ou pratiquement pas. Là, c'est vraiment transport bénévole, accompagnement des personnes de 65 ans et plus. C'est ça qui existe. Donc, il n'y a pas de transport, mais en même temps, tous ces enjeux-là sont présents. On en discute. Tout le monde cherche à trouver des solutions, justement. Donc, ça existe chez nous. On va en parler tantôt. Merci d'être là. Jérôme Laviolette, vous êtes tout sorti du doctorat. Êtes-vous tanné qu'on vous le dise? Vous avez fini votre doctorat il y a 2 mois? Exactement 2 mois, oui. Il est tout chaud. Votre champ de spécialisation? La dépendance à l'auto? Vous l'avez fait où, votre doctorat? À Polytechnique Montréal. OK. Je sais, vous l'avez dit ce matin, mais n'oubliez pas, là, tous les gens qui nous écoutent dans 7 continents. Les auditeurs sont répartis dans 7 continents de la balado. C'est un gros projet. Ça inclut l'Antarctique, ça? Oui, entre autres. Et d'ailleurs, on va commencer avec vous, mais avant, je vais aussi présenter Florence Poliac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM. Oui. Vous êtes à la tête d'une chaire... Sur les usages et pratiques de la ville intelligente. Voilà. Donc une chaire qui s'intéresse surtout pas à la technologie pour elle-même, mais pour son appropriation et comment elle répond aux besoins sociaux. Ouais. On vous a appelé à pied levé pour participer à cette discussion-là. Ouais, alors merci d'avoir accepté de vous lancer dans cette aventure. Sans filet. Cela dit, il y a du montage, alors on verra bien, mais c'est moi qui le fais. Alors, c'est plus ou moins un filet. Alors, Jérôme Laviolette, moi je vais commencer avec vous qu'on parle de ça, cet état des lieux, si on peut dire, de notre rapport au Québec, entre autres, à l'automobile, à la voiture, à cette culture-là. Ben oui, l'automobile, je veux dire, on l'aime notre auto quand même, là. Puis on a beau dire qu'on l'aime pas tant que ça, c'est difficile de s'en passer. Ouais. Parce que on est en Amérique du Nord, puis on a quand même bâti un système de mobilité qui est pas mal centré sur l'automobile, puis qui fait que, ben, pour beaucoup de gens, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de s'en servir de notre auto pour aller acheter une pinte de lait, pour aller reconduire nos enfants à l'école, pour se rendre au travail. Après ça dépend des milieux. Comment on peut casser cette espèce de monopole culturel de la voiture en fait de transport? Mais ça, c'est la grande question. Ouais. Comment on arrive à casser tout ça? Ben, je pense qu'il faut appuyer sur plusieurs boutons en même temps. Ouais. Je pense qu'on n'a pas le choix de le faire. Il faut offrir davantage d'options aux gens. Il faut réaménager notre territoire de façon à ce que ce soit plus facile et plus court de se rendre à nos différentes destinations. Ça veut dire en ville, mais ça veut dire aussi dans les villes de taille moyenne, dans les villages. Il faut être capable de recentrer le développement là où il y a déjà de la densité pour pouvoir densifier puis pouvoir faciliter donc ces déplacements-là. Faut offrir différents types d'options. C'est pas tout le monde qui veut embarquer sur son vélo, c'est pas tout le monde qui veut faire du vélo même à assistance électrique, c'est pas tout le monde qui veut embarquer dans le transport collectif. Il y en a qui vont préférer le covoiturage. Ça prend vraiment une diversité d'options pour répondre à une diversité de besoins à travers toute la province. Puis ça prend aussi du déplacement interrégional. Il faut être capable de se déplacer entre nos régions, entre nos centres urbains et de pouvoir le faire sans automobile. Ou si on a une automobile, être capable d'offrir des places de covoiturage, par exemple, facilement pour offrir ces options-là à d'autres gens. Mais tu sais, bon, j'ai l'impression qu'on discute depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a le réchauffement climatique. Ça fait longtemps qu'on sait que ça prend plus de transport collectif. Puis on peut bien pendant 1 heure le dire, hey, ça serait le fun qu'il y en ait plus. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont rendus là à OK, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on arrête de juste envoyer des belles idées puis on espère que les politiciens vont les attraper au vol? On a un gouvernement actuellement qui ne semble pas très sensible à la taxation de la publicité, entre autres, sur les voitures, alors que moi, j'ai l'impression qu'il y aurait quelque chose d'intéressant. Godefroy, vous avez... C'est intéressant parce que je ne vous apprendrai rien en disant que si on travaille de l'angle de la culpabilité, les gens vont se braquer, en fait, puis ils vont pas pouvoir... Il y a des facteurs qui a été nommé aujourd'hui, c'est de travailler les valeurs, finalement, de faire changer les valeurs de fond, puis en braquant les gens. Moi, quand je passe le matin devant mon voisin qui est électricien dans son camion, lui, il a l'impression que je le juge, tu sais, puis que je m'imagine qu'il devrait être en vélo. Mais j'ai quand même l'impression qu'il faut aller au-delà des belles intentions puis des belles idées qu'on met dans des consultations parlementaires qui vont peut-être donner une nouvelle politique qui, finalement, aussi, qui va rester sur les tablettes. J'ai l'impression que c'est un peu ça.
Moi, je vais faire un pas de côté. C'est-à-dire que je pense pas qu'on ait vous avez employé le terme de monopole culturel pour expliquer la dépendance à l'automobile, mais il faut bien comprendre que c'est un système, on l'appelle socio-technique, politique, économique et culturel qui a amené cette généralisation de l'automobile pendant plusieurs décennies. Et donc, c'est une construction technologique, économique, etc. C'est pas simplement une adoption d'un comportement social. C'est dur de s'en sortir. Et oui, mais donc il y a cet attachement, il y a des valeurs, il y a même une iconographie autour de la voiture, etc., un attachement, mais ce qu'on veut, c'est sortir de la dépendance collective. Et en fait, il y a des territoires où on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a des territoires où on pourrait plus le faire, puis là, c'est peut-être d'autres choses qu'embarquent, comme les valeurs, l'attachement, etc. Mais il faut quand même bien se rendre compte qu'on a des décennies de construction et d'organisation des territoires avec et pour la voiture. Donc, ça serait trop simple de mettre ça sur le niveau moral uniquement ou sur le niveau sociologique ou social. Ça marche pas. Mais ça marche pas, puis c'est pas que... C'est loin d'être uniquement ça. Donc, on peut éduquer les gens, on peut faire changer leurs valeurs, mais il faut changer l'organisation du territoire. Jérôme Laviolette l'a dit, l'organisation du territoire, l'urbanisation. Il faut créer des réseaux, développer des alternatives et changer les valeurs. OK. Organisation, Geneviève? Puis je pense que aussi de culpabiliser, ça cristallise. On parle des divisions Montréal, les régions, tout ça, ça vient cristalliser. Puis ça fait en sorte que quand il y a des initiatives dans des régions plus éloignées, on rencontre une résistance qui est justement due à cette assimilation-là de solutions à c'est encore des gens de Montréal qui viennent. Non, évidemment. Donc, il y a cet aspect-là qui est très, très important, en tout cas. Mais je pense que peut-être parce qu'il y a le parallèle qu'on fait souvent avec la cigarette, entre autres pour la publicité. On a interdit la publicité de la cigarette, mais il y avait cette composante-là, sans dire de culpabiliser, c'est que les gens qui fumaient à un moment donné, là, moi-même, j'ai fumé pendant 26 ans, c'est qu'on se sentait mal. Je dis pas qu'il faut se sentir mal d'être en voiture, mais peut-être en voiture solo, ça, on pourrait commencer quand même à ce que les gens se sentent un peu mal. Puis quand on dépasse quelqu'un à 4 dans une voiture, qu'on adopte une façon de regarder les gens seuls dans la voiture pour qu'ils se sentent mal. J'ai peur que, encore une fois, on ne saisisse pas l'urgence, puis qu'au-delà des recherches, au-delà du travail des gens comme vous, qu'on reste encore, il faut surtout pas bousculer les gens, il faut surtout pas qu'ils changent leurs habitudes de vie, puis j'ai l'impression qu'on est peut-être rendu là. Mais c'est plus facile, en effet, de changer ses attitudes et ses perceptions que de changer ses habitudes. Fait qu'on si on est en dissonance cognitive, on va préférer changer notre perception, puis après ça, rationaliser notre utilisation de l'automobile. On va toujours la rationaliser. On va jamais dire que, moi, j'ai acheté une belle Lexus parce que mon voisin avait une Mercedes-Benz, fait qu'il fallait bien que je montre que moi aussi je gagne de l'argent. Mais non, on va pas dire ça, c'est sûr que non. Donc, mais pourtant, ça joue ces éléments-là. La preuve, c'est qu'on a juste à regarder le prix des voitures sur nos routes, ça demeure excessif. Là. Puis on sait que la publicité fonctionne, c'est 500 millions environ, on l'a dit en début de journée. Je pense que dans les journaux imprimés, bien qu'il y en a de moins en moins, mais je pense que ça peut monter à 40%. La tarte, dans la tarte des revenus publicitaires vient de la voiture. Fait que c'est difficile aussi, médiatiquement parlant, d'avoir un discours qui va à l'encontre de cette culture-là et de ce système-là. Exact. Puis je vais ajouter 2 trucs là-dessus. Si ça fonctionnait pas, la publicité, peut-être qu'on n'en aurait pas. Fait que la preuve que ça fonctionne, c'est qu'on en a de la publicité, puis ils sont prêts à investir ces 500 millions-là pour nous la vendre, cette voiture-là. Le deuxième élément, c'est qu'on la paye, cette publicité-là. 500 millions par année, quand on divise ça par le nombre de véhicules qui se vendent au Québec, c'est à peu près 1000 à 1500 $ par véhicule vendu. Donc, chaque fois qu'on paye un véhicule, il y a des dollars qui ont été utilisés. Fait que moi, cet argument, en tout cas, c'est que la publicité, interdire la publicité, c'est qu'on ne vient pas toucher directement aux citoyens. On n'enlève rien aux citoyens. Là. Si tu as vraiment besoin de ton pick-up pour travailler, tu n'as pas besoin d'une publicité pour te dire que tu as besoin d'un pick-up pour travailler. Sauf qu'on sait très bien, avec l'augmentation de la vente de VUS, que la publicité... Quand Karine Vanasse nous dit, habillée en Matrix, que c'est le fun d'avoir un VUS pour aller photographier des hiboux dans une région que tu n'iras jamais... Visiblement, ça fonctionne. Sur la publicité, on peut prendre les mêmes armes de la publicité pour changer les images des autres modes de transport. Et le marketing le fait. Il y a des compagnies de transport collectif, par exemple, qui utilisent toutes les techniques, ça s'appelle des nudges, des coups de pouce, toutes les techniques des publicitaires pour changer l'image. Puis, il ne faut pas culpabiliser les automobilistes parce qu'il y a cette dépendance collective, mais
on s'est tous mis d'accord dans cette journée d'aujourd'hui pour dire qu'il faut réduire l'usage de l'auto solo, comme vous le signalez, puis il faut qu'il y ait moins de voitures sur les routes pour plein de raisons. Alors, il faut passer les messages le plus possible sur les raisons. Et pourquoi, pour le bénéfice de nos enfants et petits-enfants, il faut arrêter de rouler en auto solo le plus possible ou diminuer. Puis c'est des enjeux qui nous dépassent un peu, mais dont on subit déjà les conséquences, comme les changements climatiques, mais il y a la santé, il y a plein d'arguments. Puis la cigarette, le parallèle, il est intéressant parce que moi aussi, j'étais une fumeuse, puis on fumait, puis on savait que c'était mauvais pour la santé, mais on n'avait pas... Il fallait se donner les moyens de... la voiture, il faut expliquer, il faut rabâcher les enjeux climatiques de santé. Mais Florence, ça a pris des lois à un moment donné, parce que mais c'est sûr, moi, j'ai connu l'époque où on pouvait fumer dans un hôpital, mais pas si le grand-père avait une bonbonne d'oxygène. À un moment donné, on pouvait plus se dire que c'était correct. Là. Il y avait un... Mais vous avez tout à fait raison. Mais là, on parlait de la publicité. La publicité, elle peut être retournée. Par exemple, toutes les valeurs culturelles, le standing attaché à la voiture, il y a un lobby qui s'appelle le lobby des cyclistes aussi, dont on parle dans cette guerre. Ce fameux lobby. Être un cycliste, c'est une image, ça a des valeurs, etc. Le piéton, pas trop, mais on peut travailler ça, si c'est des questions d'image. Mais comme vous le dites très bien, c'est insuffisant. Puis même taxer la publicité, ce serait formidable, mais c'est insuffisant. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, puis vous avez mis le doigt dessus, des règlements, des lois, puis dans cette fameuse guerre à l'automobile, qu'il faut peut-être appeler autrement, c'est sûr qu'il va falloir mettre des outils, des instruments qui vont contraindre les automobilistes à laisser leur voiture. Puis ça, c'est pas le fun, mais on s'en va vers ça. Et on s'en va vers toutes sortes d'outils dans certains territoires où il y a des offres alternatives qui vont déplaire, mais ça veut dire qu'il faut faire de la pédagogie, il faut changer l'image, il faut des règles. Enfin, c'est des approches très complexes, puis il faut plusieurs outils. Puis c'est pour ça que l'image, c'est un des champs d'intervention, mais ça peut pas être le cœur du sujet. Non, mais c'est trop souvent dans notre angle mort, je pense, en termes d'intervention au niveau de l'État. On oublie cet aspect symbolique de l'automobile quand on met en place les solutions. Puis je vais revenir un peu sur ta question de culpabilité. Je pense qu'il y a peut-être moyen de le faire en se moquant gentiment. Puis je te donne un exemple. On peut changer de mot, là. Culpabilité ou... Responsabilisation. Non, dégoût de soi. Ou faire réaliser qu'il y a peut-être quelque chose qui... Oui. ou qu'il y a peut-être quelque chose qui est un peu ridicule dans certains déplacements. Donc, on le sait, il y a à peu près 7% des déplacements de domicile-travail au Québec qui sont de moins d'1 kilomètre. Il y a beaucoup de déplacements qu'on fait qui sont vraiment des courtes distances. Il y a la ville de Malmö en Suède, dans le sud de la Suède, 300 000 habitants à peu près. Ils avaient fait une grosse campagne pour tenter de se moquer gentiment des gens qui faisaient des déplacements de moins de 2 km en automobile. Donc, ils avaient fait une grande campagne publicitaire pour se moquer de ça. Puis ça semble avoir eu un effet parce qu'il y a eu une espèce d'effet de norme sociale où soudainement, c'était rendu mal vu de faire 1,5 km en automobile. Tu commençais à te faire juger. Puis quand tu commences à te faire juger par les autres pour ton comportement, c'est là que tu vas commencer à le changer. La cigarette, c'est ça qu'on a réussi à faire. C'est qu'on a réussi à culpabiliser les gens non seulement en raison des conséquences sur la santé, sur notre santé de fumer, mais ultimement de la fumée secondaire sur les enfants, par exemple. Et c'est là qu'on est arrivé à changer les choses. Et tranquillement, ces changements d'attitude, de mentalité, ont fait qu'après ça, ça a été possible de passer les lois restrictives qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus possible de fumer nulle part. Mais donc, je pense qu'il y a quand même... Je pense que ça, c'est possible s'il y a une alternative. Si on habite dans un endroit où il n'y a pas de trottoir déneigé l'hiver, puis qu'il y a une route dangereuse, tu vas la prendre ta voiture pour aller chercher ta pinte de lait. On est rendu là. J'avais dit que c'est un peu le cas de la région de la Haute-Côte-Nord. Exactement, oui. Bon, je veux vous entendre sur comment on vit ce manque d'offres de transport collectif. Et là, on n'est pas dans la culpabilité, évidemment. On sait que les gens n'ont pas le choix d'avoir un char. Il y a une voiture, mais il y a des gens qui n'en ont pas de voiture. Et qui sont quand même citoyens. Et c'est une réalité qui est justement dans l'angle mort. J'aimais bien, je lisais très dernièrement Ivan Illich avec Énergie Équité, qui disait que les gens qui prennent les décisions sont souvent des gens qui sont eux-mêmes motorisés ou qui n'ont pas d'idée de, en fait, qu'est-ce que c'est de ne pas avoir accès à ce transport-là. Et donc, il y en a beaucoup. Puis moi, c'est ça qui m'a étonnée. En fait, ça m'a aiguillée dans mon choix de sujet pour la maîtrise en travail social. J'étais pas partie pour ça du tout. Ah non? Et donc, j'arrive, je suis embauchée à la MRC, je suis en développement social. Vous êtes à Montréal? Moi, j'étais à Montréal. J'ai déménagé. Non, je suis native de Québec, mais j'habitais à Montréal pendant 20 ans. Je suis née au Haute-Nord-Côtière. Et je suis une de ces personnes qui a déménagé pendant la pandémie.
Donc, j'arrive là-bas. Moi, j'ai une maîtrise en philo avant, en fait. Ah oui. Puis, j'arrive là. Je vois les enjeux, je me dis, je retourne à l'école, je retourne à Chicoutimi, maîtrise en travail social, je suis embauchée à la MRC et j'entends à chaque semaine des histoires de personnes qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas les moyens d'aller à leur traitement, qui n'ont pas de chauffeur bénévole qui peut les amener à leur traitement en oncologie, des situations vraiment difficiles. Ouais. Et les organismes communautaires me disent tous les uns après les autres, qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de voiture et que c'est souvent les organismes communautaires, les intervenants qui doivent faire le taxi pour la participation sociale, la participation aux activités, des rendez-vous administratifs pour, par exemple, les personnes immigrantes qui viennent d'arriver. Il n'y a pas d'école de conduite en Haute-Côte-Nord non plus. Donc, il y a plein de choses, en fait. Une journée comme aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, on s'il y a des bonnes alternatives, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est ça le problème. Et là, vous me disiez... mais c'est ça. Oui, et donc, justement, après avoir fait ces constats-là, je me suis dit, bon, là, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Il n'y a pas de littérature, il n'y a rien. C'est les intervenants du communautaire et du réseau de la santé qui pallient, en fait, à l'absence d'investissement dans des solutions, là, en ce moment. Et quand vous parlez aux élus de la région, comment ils perçoivent cette idée qu'il y a des gens qui n'ont pas de voiture? En fait, je pense qu'il y a quand même une belle sensibilité des élus aux enjeux de transport. Oui. Par contre, on l'a entendu un petit peu aujourd'hui, mais au niveau de... on est la 100e MRC sur 104 au niveau de la vitalité économique. On n'est pas très riche. Et donc, ça se traduit aussi dans les municipalités. Et quand on dit c'est une compétence municipale, une compétence MRC dans notre cas, on a déclaré compétence en 2014, c'est quand même de l'argent qu'il faut mettre... Que vous n'avez pas. Qu'on n'a pas nécessairement et... C'est quand même complexe d'aller attacher tous les moyens pour mettre en place ces alternatives-là. Donc, on se dit, hey, ça serait le fun qu'au niveau provincial, il y ait une politique un petit peu plus proactive là, pour soutenir les milieux dans le développement d'alternatives. Est-ce qu'on a une idée, cette problématique-là, à travers les années, les décennies, de quoi ça avait l'air il y a 40 ans? Est-ce que c'est un problème qu'il y a toujours eu ou il y a quelque chose de nouveau dans cette situation-là? Est-ce que Je pense que est-ce que les gens ont moins de voitures qu'il y en avait? Sûrement. La crise économique, l'inflation, j'imagine. En fait, c'est le vieillissement de la population. Nous, notre moyenne d'âge est 49 ans, donc on a beaucoup de personnes aînées qui ont plus de difficultés à se déplacer. La région se vide aussi, malheureusement, pour l'instant. Et il y a des nouveaux immigrants qui arrivent, qui n'ont pas de voiture, pas de permis, qui ont ces besoins-là. Donc, si on veut revitaliser la région, il va falloir aussi mettre ces solutions-là en place. En fait, ça fait 20 ans qu'on fait des études de faisabilité, mais qu'il n'y a pas nécessairement de solution concrète là, qui est mise en place. Et là, c'est ça. Donc, la sensibilité est là. Là, on est en pleine planification pour justement se doter de moyens de mieux accueillir des personnes immigrantes. Et c'est ce qui ressort des consultations avec le milieu, c'est le transport. Il faudrait vraiment faire quelque chose. Est-ce qu'on a des exemples d'une région comme la Haute-Côte-Nord? On s'entend que je pense pas que la solution, c'est d'arriver avec « Hey, on va demander de l'argent, puis on va avoir un beau système d'autobus qui va passer aux demi-heures, avec peut-être aux heures le week-end. » Puis est-ce qu'il y a des exemples? Bien, en fait, la région juste à côté de la nôtre, de l'autre côté du Saguenay, qui est Charlevoix, a mis en place l'année passée, après 6 ans, en fait, de travail, d'élaboration, un système de transport collectif. Donc, eux, ils se sont mis les deux MRC ensemble et les villes aussi. Et donc, ils ont un système de transport urbain pour les deux villes, Baie-Saint-Paul et la Malbaie. Puis, il y a du transport à la demande. Donc, et c'est un OBNL de transport, dans le fond. Mais ils l'ont mis en place vraiment en concertation avec le milieu. Le transport à la demande, moi, j'étais pas... c'est un concept que je connaissais pas. C'est quoi exactement pour les gens à la maison qui n'ont aucune idée qu'est-ce que le transport à la demande? On m'a dit que c'est du transport adapté, mais qui fonctionne. Le transport adapté, ça fonctionne. Je nommerai pas. Non, ça dépend. Ça peut fonctionner plus ou moins bien, mais oui. Donc, c'est quoi le transport à la demande? Oui, c'est comme, vous imaginez un transport collectif, on a tous en tête un réseau de bus, par exemple. C'est l'équivalent, c'est-à-dire que si vous regardez la carte, il y a des lignes, il y a des arrêts.
Par contre, la flexibilité des horaires, voire parfois des arrêts, dépend de la demande. Donc, vous pouvez demander à ce que le bus s'arrête sur votre trajet à tel arrêt, voire dans certains transports à la demande, il vient même vous chercher au coin de la rue très proche. Donc, il peut y avoir une flexibilité dans le passage horaire. C'est pas des fréquences fixes, c'est à la demande, comme son nom l'indique. Puis, les véhicules sont forcément plus petits qu'un bus traditionnel. Donc, c'est censé s'adapter en termes d'échelle à cette demande qui est, on le voit, c'est très intéressant avec ce que vous disiez sur la région, c'est qu'il y a une diversification des publics, des besoins, c'est-à-dire qu'on a une population vieillissante, beaucoup moins de jeunes peut-être qui partent ailleurs, mais il y a quand même certainement des adolescents qui se doivent être en mal de mobilité et des adolescentes, comme j'ajoute souvent, parce que c'est pas tout à fait les mêmes réalités, les filles, les garçons. C'est en termes de mobilité, il y a des besoins qui sont différents. Il y a les populations nouvelles qui arrivent, qui s'installent, qui veulent travailler, vivre dans votre région, mais qui n'ont pas forcément toutes ces aptitudes de mobilité automobile. Donc, le transport à la demande, ça peut être on parle même des fois de transport à la demande ou de taxi collectif. Ça peut aller jusqu'à la voiture à 6, à 5 ou bon. Donc, c'est cette flexibilité qu'on cherche pour éviter le recours à l'automobile, qui est parfois pas possible si on n'a pas de permis, et permettre le déplacement dans le territoire à une certaine échelle aussi. C'est-à-dire qu'on a des territoires peu denses et vous avez besoin d'aller à l'hôpital. L'hôpital n'est pas à côté, ou vous avez besoin même d'aller faire de l'épicerie ou peu importe. C'est une des bonnes solutions a priori, c'est-à-dire d'avoir quand même quelque chose qui répond sur mesure, tout en n'étant pas de la possession individuelle d'un véhicule. Ça coûte de l'argent, parce que ce qui est le plus cher, il y a le véhicule, mais c'est la main-d'œuvre, ce qui coûte cher dans le transport collectif, on ne l'a pas dit aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre, c'est les conducteurs et les conductrices, c'est ce qui coûte le plus cher. Et on est en pénurie de main-d'œuvre. Ça touche ce secteur-là aussi. C'est ça. Et donc, c'est sûr que là, il y a un coût d'entrée, là, comme on dit, il y a un coût d'investissement pour démarrer le transport à la demande. Et puis, le transport collectif, c'est toujours déficitaire, ça ne fait pas de bénéfices, donc il faut l'accepter. Je pense que c'est ça, en fait, le défi avec tout le monde, c'est de sensibiliser les gens que ça ne sera pas quelque chose qui est un investissement avec une rentabilité immédiate, strictement reliée au système, mais ça va être pour la région. Là. C'est ça. Et vous allez amener de la main-d'œuvre au lieu d'emploi. Des gens vont être en meilleure santé parce que vous allez les amener se faire soigner. Donc, les bénéfices pour la collectivité, il y aura moins de voitures. Ils sont énormes. Donc, la rentabilité, elle est sur toute la compensation des vulnérabilités des personnes et vous les mettez en capacité d'accéder aux soins, à la formation, au travail. C'est cette espèce de calcul-là qu'il faudrait désormais... On parlait tout à l'heure de comment on peut faire en sorte que les automobilistes pensent autrement. Et bien, c'est ça, c'est un calcul qui n'est pas immédiat, qui n'est pas sur ça coûte super cher le transport à la demande. On creuse nos déficits, on le sait. Le bénéfice, il est collectif, il est individuel pour ces gens et il est collectif pour le bien-être et la lutte au changement climatique. Enfin, c'est ça qu'il faut vraiment se mettre en tête. Moi, je le remarque quand les médias parlent de transport, souvent on va investir, on va annoncer un investissement dans les routes et on va annoncer une somme pour éponger un déficit en transport collectif. Fait que moi, j'ai l'impression que ça a un impact. Quand les journaux parlent d'argent et de transport, c'est souvent ça. On investit dans les routes, puis on éponge les déficits. C'est un peu comme... Faudrait changer. C'est comme les voitures qui percutent des piétons. C'est jamais des conducteurs. C'est un véhicule. Ça a l'air un détail, mais moi, je pense que ces mots-là, il va falloir jouer éventuellement là-dessus, comme on le fait avec les féminicides. Avant, on disait des homicides, on mettait tout le monde dans le même bain, mais on s'est rendu compte, non, les femmes, là, je sais que c'est un autre... on n'est pas dans le transport du tout, mais ça a un impact d'être plus précis dans la façon qu'on parle d'un fait social. Puis il y a des coûts qui sont juste pas documentés. En fait, mon sujet, ça va être justement tout l'argent qui est mis par le réseau de la santé et des services sociaux qui finance les organismes communautaires. Il y en a beaucoup là, qui s'en vont dans du transport. Là. C'est pas quantifié, c'est pas documenté. Tout ça, là, on l'inclut pas, en fait. Dans il y a vraiment une corrélation aussi entre la santé des gens et la densité de leur réseau social. Puis si les gens sont isolés, il y a toutes sortes de choses qui vont aller moins bien, qui vont s'accumuler. Vous avez parlé de visites aux médecins qui n'ont pas lieu parce qu'on va pas aller prendre un vaccin. Ça se calcule, ça aussi. Puis le choix des mots est très, très important, en effet. Exactement comme vous dites, Fred. Parce qu'après ça, c'est ça qui définit les perceptions que vont avoir les gens. Par exemple, l'automobile, il y a cette perception-là que, les cyclistes ne paient pas
payent pas de plaques. Fait que comme ils ne payent pas de plaques, ils ne devraient pas avoir droit à la route. Alors que la route, finalement, oui, c'est vrai qu'il y a une partie des immatriculations puis des taxes sur l'essence qui vont au financement des routes provinciales, les routes à numéro, les autoroutes. Premièrement, le fonds d'organisation des réseaux de transport terrestre avec lequel on finance ces routes-là, il est déficitaire à chaque année depuis plusieurs années. Donc, on est obligé de l'éponger, justement. Avec quoi? Avec les impôts généraux payés par tous, incluant par ceux qui ne conduisent pas, qui n'ont pas de permis de conduire, qui n'utilisent jamais les autoroutes, qui ne se déplacent jamais en région. Et là, je parle même pas des routes au niveau municipal. Au niveau municipal, les routes, elles sont en partie payées par Québec, mais elles sont aussi en partie payées par les impôts fonciers. Et les impôts fonciers, mais c'est tous qui les payons. Donc, tous ont droit aux routes et pas juste les automobilistes. On continue à investir massivement dans les projets autoroutiers et en même temps, on investit beaucoup d'argent quand même dans le transport collectif. J'ai l'impression, Jérôme, qu'il y a une incohérence aussi qu'il va falloir régler un jour. En fait, j'ai l'impression qu'on a encore la difficulté à seulement investir dans le transport collectif, qu'il faut toujours jamais déplaire aux gens qui ont une voiture. Sur le plan politique, je ne dirais pas municipal, mais provincial, entre autres. Mais c'est sûr, parce que les automobilistes représentent la très grande majorité de la population, donc on ne voudrait surtout pas les froisser en disant qu'on ne va pas aller construire ou prolonger cette autoroute-là ou élargir cette autoroute en leur promettant de réduire la congestion, parce que c'est souvent ça, là, que ce soit le prolongement de l'autoroute 19, que ce soit les élargissements à Québec ou le fameux 3e lien dont on entend beaucoup parler. On vient promettre des choses qui sont fausses, finalement. On vient promettre une réduction de la congestion, des temps de parcours, alors que ce qu'on sait, la littérature scientifique, elle est extrêmement claire là-dessus, puis on le sait. Puis ça fait des décennies. Mais pourquoi ça ne fait pas son chemin? Là, je sais que je vais pelleter des nuages, on va le faire un peu, le pelleton des nuages. Pourquoi ça ne se rend pas, cette information? On le sait. On le sait que les études le démontrent. On construit une route, il y a plus de voitures qui vont tout de suite embarquer sur la nouvelle route. Ben nous, on le sait, mais si on posait la question à l'ensemble de la population, je ne suis pas convaincu Non, ça, je sais, mais comment on peut faire en sorte, au-delà d'enregistrer un épisode de balado pour 9000 personnes qui sont probablement déjà au courant de ça aussi, comment on fait? Moi, c'est ça, c'est ça, moi, des fois, qui je piaffe d'impatience. Ben, je pense que c'est une question très... la question que vous posez, il y a une réponse très une dimension très politique. Je fais une autre référence au dernier rapport du GIEC qui explique très bien qu'il faut un moratoire sur les infrastructures autoroutières, qui explique tout ce qu'on est en train de dire là. C'est détaillé, c'est documenté. Alors, avec moult, puis c'est le 6e rapport, puis on sait qu'il faut plus d'autoroutes, il faut plus de densité, bref, name it, là. Tout ce dont on est en train de parler. Donc, à propos, par exemple, du 3e lien, où on a même des collègues universitaires qui sont sortis, qui ont quitté les comités d'experts qui étaient mobilisés tellement ils étaient peu écoutés, c'est un choix politique de ne pas relayer cette connaissance fondée sur des données, comme on dit, probantes. On le sait depuis des décennies, depuis qu'on fait des autoroutes, on le sait. Et donc, c'est un choix de ne pas de mettre sous le tapis cette connaissance et ces constats-là, et c'est un choix politique, parce que les scientifiques n'ont jamais cessé de le dire. Les experts, quand on est interrogé, on le dit, on le redit. Donc, c'est un choix politique de dire il n'y en aura pas plus de GES, ça va fluidifier, on en a besoin, d'avoir une démonstration entièrement fausse, mais vraiment, on ne peut pas dire entièrement fausse, portée pour justifier un projet qui est donc extrêmement dévastateur pour l'environnement et la santé. C'est un choix de ne pas mettre la parole des experts sur le devant de la scène et d'en mettre une autre pour des finalités. On sait pourquoi. Enfin, je veux dire, pour des questions électoralistes. Ça fait partie d'une idéologie. Ce ne sont pas les seuls. Mais ça devient un peu on va le dire comme ça, c'est déprimant. Oui. Puis on entend que des automobilistes, ou tu sais, c'est que, par exemple, si je regarde là, en développement local, dans la littérature, on va parler beaucoup de la participation citoyenne. On va dire il faut plus de participation citoyenne. Moi, ça me fascine à quel point, en fait, dans toute cette littérature-là, on dit les organismes communautaires s'occupent de faire participer les citoyens désavantagés. Mais en fait, la question du transport, elle est jamais abordée, ou en tout cas très, très peu. Je ne l'ai pas vue. Alors, on entend beaucoup les automobilistes qui peuvent se rendre, qui ont accès à une certaine tribune, mais toutes les personnes, tous les citoyens, citoyennes, en fait, qui ont ces besoins-là, qui vivent ces enjeux-là, on ne se donne pas les moyens collectivement de les entendre non plus. Donc, c'est des choix de société à d'autres niveaux que même juste le transport. C'est de dire, attends, il va falloir qu'on entende les gens qui vivent les enjeux aussi.
Mais la crise est certainement pas à son paroxysme, effectivement. C'est-à-dire que... Yes! Non, mais c'est sûr. On est dans une période, moi, je pense, de grande transition dans ce territoire dont on parle, qui est une métropole, qui est très densément... Mais on parle de... Bon, il y a des... Je ne sais pas si c'est la guerre, mais des frictions fortes entre les usagers, parce qu'il y a de plus en plus d'infrastructures cyclables, donc ça oblige les automobilistes à le gérer dans leur... Bon, donc on apprend, les apprentissages se font plus ou moins vite. Moi, je pense que c'est cette période de transition qui est difficile pour tout le monde. Puis on doit dire que même entre vélos, des fois, c'est pas simple non plus sur les pistes cyclables. Donc on apprend. Puis plus on aménagera, c'est ce que disait Jérôme, plus on aménagera des choses sécuritaires. L'aménagement, la forme urbaine, la forme des espaces publics, le partage de la voirie, c'est très important. OK, c'est bon. C'est là que je voulais aller pour la prochaine partie de cette discussion-là. Dans des villes déjà bâties, puis là, ça inclut toutes les villes et villages du Québec. Dans des villes déjà bâties, comment on fait pour se donner les moyens de pouvoir faire des aménagements qui vont permettre justement autre chose que seulement la voiture? Ben, ça existe, ça se fait déjà dans beaucoup de municipalités au Québec, ce qu'on appelle de repartager l'espace public, notamment la rue, l'espace de la rue. Et je ne dis pas la voie, ou la rue, c'est un espace de circulation, mais c'est aussi un espace d'expérience, de destination. Vous y allez parfois pour du commerce, Donc les rues, notamment les rues des centres des villes et des centres des villages, on voit énormément d'expériences de ce qu'on appelle les rues conviviales. Donc on va réaménager la rue, par exemple l'artère commerciale principale, en élargissant les trottoirs, en enlevant une bande de stationnement. C'est sûr, on va prendre sur un des véhicules, un des modes qui est plutôt la voiture, pour le donner, par exemple, à un bus en voie réservée, pour élargir le trottoir, pour que ça soit plus sécuritaire pour les personnes qui marchent et toutes les personnes en situation de handicap. On va mettre une piste cyclable, on va sécuriser les traverses, on va faire des belles oreilles de Mickey là aux traverses pour réduire les saillies de trottoir, etc. Donc, il y a plein... On a étudié ça. Il y a des cas dans toutes les villes au Québec de réaménagement. Donc, on sait faire, on peut le faire. Ça passe généralement par des frictions autour du stationnement. Donc, il faut beaucoup travailler la question du stationnement, notamment auprès des commerçants, ça c'est certain. Mais ça se fait. Donc, on sait faire et la pandémie nous a démontré qu'on pouvait le faire partout dans le monde. C'est vrai. Jérôme, il y a une politique de mobilité durable au Québec depuis 2018. Oui. Vous soulignez dans le document de préparation que c'est une bonne politique, paraît-il. Oui, elle est ambitieuse. Mais est-ce qu'elle est seulement un document écrit qui est sur une tablette quelque part ou ça s'articule réellement? Il y a des cadres d'intervention. Je ne les connais pas en détail. Il y a des cadres d'intervention. Ce qui manque, je pense, c'est du financement pour aller prioriser les actions comme elles devraient être priorisées. La politique s'appuie sur 3 principes. Réduire les déplacements et la distance des déplacements en automobile, transférer vers des modes de transport moins intenses en carbone, mobilité active, transport collectif, puis finalement améliorer l'efficacité de chacun des déplacements à travers notamment l'amélioration comme l'électrification des transports. Ce qu'on voit, c'est que le gouvernement investit beaucoup d'argent pour cette dernière étape-là, le A, parce qu'on vient moins bouleverser les habitudes des gens. Là, on commence à investir plus dans le T, puis le A, il manque encore un peu de vision, je pense, pour l'aménagement du territoire. Donc, on a des cibles très ambitieuses, mais on ne se donne vraiment pas les moyens d'atteindre ces cibles-là. C'est un document qui a le mérite d'exister et, comme le dit Jérôme, de poser des ambitions. Par rapport au témoignage qu'on a sur les régions, ou par exemple, le très bon exemple de la liaison entre les régions, entre les villes, où on laisse ça à des entreprises privées et où on ne fait pas vraiment d'investissement, on pourrait avoir une nationalisation d'une entreprise de transport interrégional pour assurer une continuité d'un service public d'accès aux régions. Bon, on n'est pas du tout rendu là dans ce document-là, alors qu'il y a quand même des cibles. Moi, je suis un peu ambivalente par rapport à la force que ça présente, notamment sur il y a un chiffre, il faut que tout le monde ait accès à 4 modes de mobilité durable. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ben non, ça n'a aucun sens parce que compter à Montréal, là où j'habite, j'en ai peut-être beaucoup plus, mais je suis aussi dans un quartier où il y a plein de voitures. Donc je trouve que... Puis dans les territoires dont on parle ou dont on a parlé aujourd'hui, si déjà les gens pouvaient avoir une option ou 2, ça serait... Donc,
afficher ça et laisser au niveau local la responsabilité d'assumer ces politiques-là, je trouve ça vraiment quelque chose. C'est comme un petit marché de dupes, quelque part, en disant « Ah, on vous avait dit 4, vous en êtes à combien ?» Sachant que, et tout le monde dans la salle qui est avec nous ici le sait, le financement, il est au niveau provincial. Donc là, il y a quelque chose qui pour moi est une ambition. Enfin, on peut que reconnaître l'ambition dans le document, mais on peut que douter de la réalité et l'opérationnalisation de ce document, parce que derrière, il n'y a pas une loi sur la mobilité et le droit à la mobilité équitable, sobre, pour tous les territoires, toutes et tous, ce qui existe ailleurs dans d'autres pays, mais qui serait très engageant pour un État provincial et fédéral, qui obligerait l'État à assumer qu'il faut qu'il contribue effectivement à ce droit à la mobilité sobre et équitable pour tous. Et donc pour moi, en tant que politiste, j'aime beaucoup ces documents-là parce qu'ils révèlent un momentum idéologique, mais qui, quelques années après, peut être contredit en toute beauté par un projet de troisième lien, par exemple. Tout à fait. Donc, il est très important, ce document, mais il est important parce qu'il révèle un peu, hélas, la limite de l'action gouvernementale. Jérôme? 2 autres cibles extrêmement ambitieuses de ce document qu'on n'est pas du tout sur la bonne voie pour atteindre. On parle d'une réduction. La cible, c'est réduire de 20% la part des déplacements en auto solo d'ici 2030. On est en 2023. J'ai présenté ce matin des statistiques. On est passé d'à peu près 72% des déplacements de domicile-travail au Québec qui étaient en autoconducteur à 77%. Donc, on est en augmentation actuellement. On ne s'en va pas du tout dans la bonne direction. Autre cible, on parle de réduire de 37,5% les émissions de gaz à effet de serre du système de transport et de 37,5% la consommation de produits pétroliers aussi. Donc, c'est des cibles qu'on n'est pas du tout en voie d'atteindre parce que, justement, on ne met pas l'argent nécessaire. Dans les cas d'intervention, je pense, si je ne me trompe, Florence, il y avait une augmentation de 5% de l'offre de transport collectif annuellement jusqu'en 2030. Oui. Est-ce qu'on est là? Non. On a même post-pandémique, un gouvernement qui a du mal à vouloir éponger les déficits des sociétés de transport et qui parle plutôt de, la ministre Guilbeault nous l'a dit très bien, de rationaliser les dépenses. Et il y a quelque chose d'effrayant là-dedans. On a un discours sur comment développer l'offre, comment adapter l'offre au territoire, et on a un gouvernement qui dit rationalisons les dépenses, c'est comme ça qu'on va faire des économies, alors qu'on devrait être dans une logique haute. Dans le document, et là j'ai comme un petit doute sur la formulation, mais il y avait l'idée aussi que la mobilité durable, c'était gagner du temps qu'on pouvait réinvestir dans nos milieux, dans nos familles, dans nos ménages. Alors que je pense qu'il faudrait qu'on réapprenne à prendre le temps de se déplacer et éviter que l'efficacité des transports soit toujours jugée à l'aune du temps de déplacement. Parce que, d'abord, avec les aléas climatiques, on l'a vu avec le verglas, ça va prendre du temps à se déplacer parfois, donc ça, il faut accepter cette confrontation à la catastrophe naturelle. Et l'autre chose, c'est qu'il faudrait valoriser l'expérience de déplacement. Si vous prenez un bon bus, bien équipé, à l'heure, fréquent, entre des régions, dans lequel il y a le Wi-Fi, c'est confortable et tout ça, oui, vous mettrez peut-être plus de temps qu'en voiture, mais vous aurez un gain à des tarifs, etc. Donc, le temps et l'expérience sociale du déplacement, c'est des valeurs qui sont à l'opposé de celles qu'on voit, de cette efficacité. L'accélération, dans le fond. Donc là, c'est pour ça qu'il y a quand même des hiatus entre cette politique et les critères dont on se dote. On va terminer avec ce dernier sujet-là. Je sais que ça a été un peu abordé aujourd'hui, mais le train, j'ai l'impression que le train est un peu abandonné. Pas abandonné, mais c'est quelque chose qu'on parle plus vraiment. Ça dépend, Fred. Si vous êtes une boîte, un matériel, vous risquez d'être content sur un train déplacé. Par contre, si vous êtes un passager, vous allez attendre votre tour. Vous allez attendre que la boîte passe en premier, finalement. C'est ça le problème. En Amérique du Nord, en fait, le train, c'est le parent pauvre. Parce qu'on ne lui donne pas la priorité qu'il faut pour se déplacer. Donc, on préfère que nos marchandises arrivent à l'heure que les personnes qui sont dans les trains sur les mêmes voies. Moi, je suis une fervente défenseur du bus. Et je sais pas que... Parce que là, on en est rendu à un tel point, en quelque sorte, avec le réseau ferré, que l'investissement pour développer un réseau plus efficace, plus étendu,
est colossal, l'investissement dans le... Donc, je serais plutôt de celle... Et en milieu urbain, je dis la même chose par rapport aux gens qui veulent des tramways partout et des choses. Je pense qu'on sous-estime la capacité du bus, alors du bus intercité, donc des cars plutôt, enfin des gros véhicules rapides et confortables, et en ville, des bus en site propre, en voie réservée. Il y a des choses qui sont admirables, qui sont faites, ça ressemble presque à un tramway, sauf que c'est un bus, ça coûte beaucoup moins cher et ça déplace beaucoup de monde. Donc, moi, je serais, vu là où on en est, des investissements que ça demanderait, je pense qu'on sous-estime, et ça a une mauvaise image. On parlait des images. Moi, je veux qu'on redore l'image des bus rapides, en site propre, confortable, et les investissements sont beaucoup moins importants. Et c'est plus flexible. Geneviève Dick? Ben, en fait, nous, on est, je pense, il y a été un temps où est-ce qu'on était 3 collègues du même endroit qui partions à chaque matin puis qui revenions à chaque après-midi, pas aux mêmes heures. Je pense qu'il y a tout ça, on parle de l'augmentation du nombre de véhicules ou tout ça. Il y a cette fragmentation-là qui est souvent due à l'accélération sociale aussi, de performer avec des exigences différentes pour chaque personne. Je regarde, par exemple, dans le milieu institutionnel, le CLSC, l'AMRC, plusieurs milieux, en fait, qui pourraient avoir des horaires similaires avec du covoiturage qui s'organiserait. Mais la fragmentation, en fait, de ces horaires-là vient un peu en contradiction avec tout ça. Donc, il y a aussi, on parlait d'employeurs, de mettre tout le monde à contribution, mais je pense qu'il y a une réflexion aussi à différentes échelles là, à avoir, de dire, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter le covoiturage, qui est comme la chose la plus facile à faire d'une certaine manière, mais justement, le réfléchir dans le milieu avec tout le monde, en fait. Covoiturage interrégional, en effet, on a une plateforme quand même, Amigo Express. Ça vaut la peine pour certaines distances, mais ça vaut pas la peine pour des distances moyennes, je dirais. Si on fait juste 100 km, on est habitué de le faire tous les jours, ça vaut-tu la peine d'aller chercher 5$ ou 10$ pour le trajet qu'on va faire? Pour certaines personnes, peut-être, mais pour la majorité, c'est trop de trouble pour moi d'adapter mon horaire, de devoir passer prendre quelqu'un pour faire ça. On pourrait le voir comme il y a des initiatives de financement du transport collectif du covoiturage qui commence à émerger en Europe. Mais pour ça, ça prend des mécanismes en place de... Mais je pense qu'il y en a dans les Laurentides. Est-ce que ça se peut? Peut-être. Je pense que l'année passée, ils ont sorti une plateforme, là, justement, de financement du covoiturage, où est-ce que... mais l'idée, c'est d'avoir une plateforme, c'est ça qui ça. valide, qui disent, ben t'as pas fraudé, là, t'as vraiment fait ce covoiturage-là, t'as vraiment embarqué quelqu'un, donc on va te rembourser une partie, on va te financer finalement le fait que t'aies mis de l'offre pour offrir exactement des sièges finalement sur certains trajets. On va dire que tu prennes quelqu'un ou non, on va te donner un certain montant d'argent. Ça permettrait de générer cette offre-là. Et après ça, ben, ça va générer une demande, parce que si on a de l'offre, on va avoir un peu plus de demande. Donc, tranquillement... les récompenses, ça marche très bien. Hein. Tout ce qui est ludification et récompense autour de... Ça s'appelle la gestion de la demande. Là, on a eu l'occasion d'en discuter un peu. Ça marche bien, mais le covoiturage, ça marche d'autant mieux que l'appareillage entre les origines et les destinations sont quand même assez organisés. Ça marche très bien quand on organise le covoiturage à partir des lieux de destination, hein, par exemple les lieux d'emploi, les lieux de formation, les centres de santé, parce qu'on sait que tout le monde le covoiturage un peu at large, avec une carte qui dirait il y a plein d'offres, c'est un peu moins efficace. Donc l'organiser, avoir des cibles territoriales, puis des récompenses, ça serait des combinaisons qui pourraient être tout à fait porteuses, et puis partager les véhicules et pas forcément les posséder. Non, exact. Un covoiturage avec véhicule. Comme on a fait ce matin, Florence, pour s'en venir. C'est ça, exactement. À 3 dans une communauté. On est parti à 3, on revient à 4. Exact. Hybride? Il n'y a pas de place pour moi. Non, on ne va pas dans la même Je direction. vais vraiment terminer avec ça, parce que le temps file, puis les gens ont leur journée dans le corps. Communauto, puis là, je les salue parce que c'est un partenaire de la balado. C'est avec eux, aussitôt que je sors de Montréal pour aller enregistrer les épisodes, ils me fournissent une voiture. Longtemps, on pensait que c'était Puis moi, quand je l'expliquais à des oncles, des tantes qui habitent pas à Montréal, on me disait « Ah non, mais ça marche à Montréal. » Mais là, on le voit bien. Et on a une intervenante aujourd'hui qui nous en a parlé aussi, que c'est la cheville ouvrière, si on peut dire, d'une offre diversifiée qui peut s'appliquer à beaucoup plus de villes au Québec qu'on le pense. Ben oui, tout à fait. C'est que ça devient une offre structurelle qui permet de remplacer peut-être pas la première voiture ailleurs qu'à Montréal et à Québec,
quoi qu'encore, dans le cœur de certaines villes peut-être, mais de remplacer la deuxième voiture. Puis Trois-Rivières, on va avoir Trois-Rivières ont mis en place, ils ont 10 véhicules, 8 qui sont avec la municipalité, c'est-à-dire que les employés municipaux l'utilisent de 8h à 16h le jour, mais le soir et les fins de semaine, ces véhicules-là sont disponibles pour les citoyens. Cowansville aussi a un système du genre. Cowansville aussi. Il y a d'autres systèmes, Plessisville a un système, c'est pas Communauto, mais c'en est un autre, c'est le même principe pour les véhicules municipaux. Donc, c'est une façon pour l'autopartage d'entrer dans les plus petites villes. Puis, des retours d'expérience étrangère démontrent aussi que ça peut fonctionner dans les plus petites villes et aussi dans les banlieues parce que ça vient vraiment remplacer le deuxième véhicule. Et donc, ça permet aux familles québécoises d'avoir à posséder peut-être juste un véhicule et non pas deux. Bon, dernière question, puis ça va être votre mot de la fin. Je vais commencer avec Geneviève Dick. Bon, on a eu cette journée-là où il y a eu plein d'intervenants qui sont venus nous parler de plein de choses qui donnent espoir. Est-ce qu'on peut avoir espoir? Parce que moi, malgré tout, j'ai l'impression que ça va prendre, pas une catastrophe, mais ça va prendre quelque chose qui va nous obliger, mais qui va être extérieur, peut-être pas une catastrophe nécessairement, mais j'ai de la difficulté à concevoir qu'on va collectivement réussir à se sortir de cette culture et de ce système automobile. Est-ce que je me trompe ou il y a de l'espoir? Bien, je pense que je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes dans la catastrophe. Nous, en fait, dans la région où est-ce qu'on est, on perd du monde à chaque année. On est en train de vivre des situations un petit peu, là. Donc, ça devient très pressant. Ce besoin-là, il ressort comme une priorité. Je pense que les élus de la MRC l'ont nommé comme priorité au Conseil des maires le mois passé. Ça fait partie des choses que, oui, peut-être que ça nous a pris de se rendre là pour devenir un peu plus sensibilisés. Moi, ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est tous les gens du milieu, justement, qui sont vraiment prêts à embarquer dans quelque chose. Ils ne savent pas les solutions tout de suite, là, mais ils ont vraiment envie qu'on trouve quelque chose. Oui. Florence Poilievre, Jérôme Laviolette, vous êtes dans le milieu universitaire. Est-ce que vous êtes optimiste, vous aussi? Ou Moi, je suis d'un naturel super optimiste. Je suis découragée souvent. Oui. Je râle. Un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est ça, je râle souvent. Je râle contre les automobilistes, parfois contre les vélos aussi. Mais non, moi, en fait, une journée comme aujourd'hui, moi, ça me rend très optimiste. Mais on le sait en politique urbaine, dans le domaine dans lequel je suis, que les innovations, elles viennent par les territoires. On le voit dans plein de contextes, dans plein de pays. Donc, c'était une journée riche d'expériences pour moi d'écouter. Donc, les innovations, elles sont en marche. Elles sont déjà certaines établies. Puis, dans plein de secteurs de la mobilité et dans beaucoup de territoires. On n'a pas encore fini d'avoir des crises, puis les crises, notamment liées aux catastrophes naturelles, ça va ébranler beaucoup la mobilité, puis on s'en souhaite pas trop quand même, mais ça risque d'être des formes d'accélérateur. On sort d'une crise qui est celle de la COVID-19, et qui a changé beaucoup de choses dans nos façons de travailler, d'être, de vivre dans nos lieux, puis qui a marqué aussi la santé mentale. Enfin bon, il y a eu beaucoup d'impact. Ça a un impact sur la mobilité, pas toujours pour le meilleur. Non, c'est ça. Mais les territoires ont expérimenté, ont tiré des leçons, ont collecté des données, ont transformé leur réseau, et ça a eu des effets d'aubaine, comme je dis, des effets d'accélération. C'est le bénéfice des crises. Je vous le répète, on s'en souhaite pas trop. Mais c'est le bénéfice des crises. Donc, pour moi, on est dans une période de transition. Demain soir, je vais être à Laval pour discuter de peut-on faire une ville sans voiture à Laval? Et c'est il n'y a pas le maire qui a écrit un livre là-dessus? Oui, c'est ça. Il sera là. Et moi, je pense qu'on est dans une période de transition très forte. Et les élus, le changement de garde dans les élus, mais aussi dans les OBNL, la façon dont on forme les professionnels à l'université sur ces questions, c'est en train de changer. Donc, on va espérer que ces changements se poursuivent et montent dans toutes les strates, et que le personnel politique local qu'on a, qui est très allumé, continue d'être allumé aussi dans les autres politiques. Oui, c'est ça. Voilà. Mais Jérôme? Oui, on est optimiste. Puis moi aussi, je suis quand je vois une salle comme ça. Évidemment, vous ne la voyez pas quand vous écoutez la balado, mais il y a plus de 100 personnes ici qui sont rassemblées pour discuter de mobilité dans des régions qui, on ne pense pas qu'il y a des alternatives automobiles, mais il y a plein d'initiatives qui se mettent en place. Moi, ça me rend optimiste. Le deuxième élément qui me rend optimiste, c'est tranquillement le changement des mentalités. Puis ça, on en a parlé un peu en début de balado, puis des perceptions. Je pense que ça s'en vient. Ça s'en vient tranquillement. Peut-être qu'il faudrait que j'aille au micro de certains animateurs de radio, certaines radios à Québec. Peut-être que c'est là. Mais parler après ça en termes qui
qui résonne à ces gens-là. Parler de liberté, offrir des options de mobilité aux gens, c'est donner la liberté aux citoyens de se déplacer autrement qu'en automobile. On l'oublie, là, mais c'est vraiment une question de choix. Ils peuvent pas être contre le choix puis contre la liberté. Là. Je veux dire, c'est leur slogan. Je pense qu'on dit liberté. Liberté, exactement. Donc, mais ça tend à changer, justement. Puis quand on a un maire comme à Laval qui fait un livre sur une ville sans voiture, pour moi, on s'en va dans la bonne direction. On espère que c'est un vrai livre et c'est pas juste pour montrer qu'il est ouvert. Mais c'est un départ. Donc, tranquillement, cette volonté-là des élus, de la population, de vouloir changer, on va y arriver. Merci tout le monde. Merci. Merci. Vous pensez que cet épisode est terminé, mais non! Vous l'aviez un peu annoncé, Fred, à nos amis à Victoriaville. Oui, j'ai dit, je me rappelle plus ce que j'ai dit. Vous avez dit, on va retrouver Godefroy en chronique. Oui, c'est ça. Bon, les gens étaient bien mélangés parce qu'ils disaient, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chronique après le forum? C'est ça, c'était bizarre, mais c'est parce que c'était hier, on était à Victoriaville, donc, et c'était la dernière activité, l'enregistrement de l'épisode qu'on vient d'entendre, qui n'est pas tout terminé. Ne courez pas... vous cacher. C'était la dernière activité du forum, qui commençait quand même assez tôt, avec plusieurs allocutions, plusieurs conférenciers extrêmement intéressants, mais bon, ça a fini par quand même l'accumulation de conférences. Alors je me disais, peut-être que ça sera pas le meilleur écrin. Oui, un 45 minutes bien dense, là, en fin de conférence, d'un gars qu'on connaît pas. Voilà. Ben non, je pense que certains vous connaissez. C'était pas tous des auditeurs, mais je pense qu'ils vont le devenir, je l'espère. Et c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé pendant le panel. Ben, c'est parce que je cherchais, moi, Fred, à rattacher ma chronique avec ce qui allait être discuté, donc la mobilité durable en région. Puis, mobilité durable. Qu'on a abordé, mais pas tant non plus. Mais finalement, c'est que moi, j'avais envie de parler de train. Parce qu'il y a une nouvelle liée au train qui s'est imposée. Puis ça faisait un bout de temps que j'avais envie d'en parler. Et ben voilà, Fred, on en profite maintenant dans le confort de votre studio. Luxueux. Oui. Pendant que les gens qui étaient fatigués maintenant peuvent se reposer. Voilà. Ou être au travail. Aussi. Ou les deux. Et nous écouter samedi et se dire, c'était le gars assis à côté de Fred Savard. C'était pas un expert. Le petit-fils du gars que je me rappelle plus son nom. C'est ça. Tant d'inside pour ceux qui ne nous connaissaient pas. Mais bref, il y a eu une nouvelle, Fred, qui touchait le train. Qui est sorti en février, qui m'avait complètement échappé. Pas le TGV? Non, ni le TGF, train à grande fréquence, le TGV des pauvres. Non, Fred, avant de parler de ça, mon père m'en a souvent parlé. Il y a un chalet familial à Saint-Gabriel-de-Brandon. Et puis, vous êtes déjà allé, je pense, vous avez déjà vu. Et c'était le chalet d'André Laurando. Et donc, c'était comme avant qu'il travaille au cégep, il travaillait là. Le premier cégep André Laurando était à Saint-Gabriel-de-Brandon. Ce n'est pas vrai, bien sûr, mais Fred, la famille quittait Montréal le 24 juin. Puis il y avait trop d'enfants, il y avait 6 enfants. Et on partait avec la moitié du monde en char, avec les grosses valises, et l'autre moitié partait en train. Et la gare était à Saint-Gabriel-de-Brandon même. Là, on parle de quelle époque? Là? On parle de... les années 50 peut-être. Voilà. Donc c'était possible. C'était possible, c'était plus que possible. Ça faisait partie de la routine. Puis il y a bien des gens qui allaient à Sainte-Agathe en train. C'est vrai. Par contre, dans les années 70, ce train-là, comme bien d'autres destinations, est tombé. La gare a été démantelée. Et aller à Saint-Gabriel, quand j'étais jeune, ça se faisait en autobus. On pouvait se rendre à Saint-Gabriel en bus. Je l'ai fait souvent. Maintenant, si vous voulez aller à Saint-Gab en bus, il faut prendre un autobus jusqu'à Joliette ou Berthier. Puis après ça, c'est un taxi de 80$. Et là, c'était un peu ça mon point de départ. Je pensais faire un lien entre ça, parce que nous, ici, c'est facile de parler de mobilité durable. Je n'ai pas de voiture, mais j'habite à 1 minute d'un métro. On vit dans le multimodal. Je suis à côté du REM. Il a été construit pour moi. Et il y a des communautés partout. On s'enfarge dedans tellement qu'il y en a qui traînent. Non, c'est pas vrai. On salue d'ailleurs encore une fois notre partenaire Communauto qui nous a permis d'aller à Victoriaville. Oui, sans trop se sentir coupable. Non, on était deux dans la voiture. Voilà. Mais Fred, donc le train de Saint-Gab, c'est un exemple. Il y en a des trains, il y a des centaines de destinations comme ça qui sont tombées. Parmi les plus connus, moi j'avais une employée au CPE qui était acadienne. On la salue, Marie. Et elle partait de Montréal chaque année l'été pour la fête des Acadiens qui était le 15 août, je pense. Et elle se rendait là pas mal, surtout en train. La majorité du trajet. Mais Fred, ce train-là n'existe plus. Donc, le train de la Gaspésie... ça devait être une belle run, ça. Sans doute, mais ça a été tombé en désuétude complète. Et donc, tout ce qu'on voit comme train, c'est comme de moins en moins de trains, finalement. Et de passagers, parce que les trains de marchandises, il y en a. Il y en a, mais même là, si vous parlez à un gars comme Pierre-Olivier Pinault, il va vous dire qu'il y a beaucoup trop de transport par camion, que c'est un des fléaux. Tu sais, au Québec, là, les gaz à effet de serre au Québec, c'est principalement le transport. Vu que l'électricité, c'est le chauffage et tout ça, c'est réglé pour nous. La lumière, nos centrales sont hydroélectriques. Mais tout ce qui est transport est un problème. Puis transport par camion,
encore plus. Et ce qu'il faudrait faire, c'est mettre le 3/4 de nos camions sur des trains, puis après ça, mais on a le même problème. On n'a pas assez plus de d'entrepôts, rails. mais ça a tout été démantelé. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais Pierre-Olivier Pinault nous en avait parlé. Oui, mais Fred, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la vogue de l'auto, si on veut, est devenue de plus en plus populaire. Oui. Et puis d'avoir son indépendance motorisée, c'était beaucoup plus important. Et alors qu'en Europe, il y avait une espèce d'historique lié au train qui a toujours fait partie de l'histoire là-bas. Ici, oui, la fondation du Canada, From Coast to Coast, mais... C'était pas prévu de mettre du monde dedans au début. Pas tant que ça. Non. Même qu'on tassait les gens pour laisser passer le train, pas de monde dedans. Fait que finalement, quand c'est devenu un peu moins payant de transporter tous ces gens-là, ben, ça a été assez facile ici de laisser tomber le train. Et donc, quiconque parle ou pense à un retour du train comme mobilité durable interrégionale, entre autres, ben, vraisemblablement, on va vous dire, mais il n'y a pas assez de rails. Il n'y a pas assez de rails, il n'y a pas assez d'investissement, il y a trop de compagnies privées qui gèrent des sections de rails et personne n'a vraiment envie que ça fonctionne. Même, il y a par exemple, le train Montréal-New York, qui est un train très intéressant si tu as envie d'aller sur la côte Est. Pendant la pandémie, ça a été coupé. Ah oui? Complètement. Et il a été rétabli Toronto-New York en 2022. Mais la portion Montréal-Toronto, elle, non. En fait, ce qui reste, c'est le train de banlieue. Ben oui. Et certaines connexions Montréal-Québec, on peut encore le faire en train. Bref, on n'est pas là. Bref, Fred, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si on avait un moyen de transport qui est, même s'il fonctionne au diesel, reste 90% plus efficace que le transport automobile ou par camion. On n'a pas besoin de rêver d'un train électrique, juste un train à gaz, mais bien plein de monde ou de matériel, c'est mieux. Déjà mieux. C'est mieux que ce qui roule sur nos autoroutes. Le train de la Gaspésie, donc le train de New York revient. Donc Montréal-New York rétabli en avril cette année, donc en ce moment. Bonne nouvelle pour ceux qui ont envie d'aller sur la côte Est en laissant leur auto à Montréal. Le train de la Gaspésie, est-ce qu'il y a de l'espoir? Mais c'est un projet, ça a été racheté les rails en 2015 par le MTQ. Et là, il y en a qui disent que la réfection de ces tronçons-là va prendre autant de temps au MTQ que l'élaboration du tout premier chemin de fer canadien. Et là, on se dit, c'est trop cher, les investissements sont peut-être pas là pour vrai. Et les travailleurs chinois à rabais, ils seront pas là. C'est très possible. C'est peut-être ça qui manque. C'est nous qui C'est la main-d'œuvre presque gratuite qu'on peut ensuite, dont on peut disposer. Il y a moins ça. Mais tu sais, la pression de la densité de population en Gaspésie augmente. Oui, tout à fait. Et donc, la mobilité interrégionale dans ces endroits-là devient importante. Et les gens sont pas stupides. Ils s'organisent. Comprennent que ça prend des moyens autres que l'auto solo parce que la première raison, oui, les GES, mais c'est que c'est trop cher une voiture. Juste un exemple comme ça, la cimenterie Port-Daniel. Oui, c'est ce beau projet. Mais qui lui-même est un gâchis sur le plan des GES, pourrait être moins pire si ce tronçon gaspésien fonctionnait, parce que là, le ciment est transporté par camion jusqu'à une gare, je crois, à Matapédia ou ailleurs, mais bref... C'est un détail, mais il y avait à l'époque aussi une compagnie qui fabriquait des pales d'éoliennes qui aurait pu utiliser un train. Et donc, on revient à M. Pinault. Ça aurait été beaucoup plus efficace. Donc, c'est pas seulement le transport des personnes, c'est toujours plus efficace. Et il est censé avoir des tronçons qui vont se réactiver dans le futur, mais ce sera à surveiller. Donc, c'est comme s'il n'y avait rien de concret. C'est étonnant. Il n'y a rien. Dans un pays qui a été fondé juste pour ça. Donc, c'est un projet interminable et ceux qui habitent en Gaspésie mettent de la pression sans trop y croire. C'est ce que je comprends. Mais en même temps, ça c'est ce que j'avais manqué, Fred, c'est qu'en février, il y a eu une annonce que moi j'avais absolument pas vue. Vous savez, on en a parlé ici. L'hydrogène va être utile très certainement pour ce qu'on ne peut pas électrifier directement, et le transport lourd en fait partie. Et on avait dit, il y a des trains en Allemagne qui fonctionnent déjà, des projets pilotes à hydrogène, et c'est excessivement intéressant pour des flottes captives comme des trains qui doivent faire des milliers de kilomètres. Bon, ben là, un de ces trains passagers, Fred, va nous faire l'honneur de devenir un projet pilote ici, chez nous, au Québec. Et là, je prends presque le ton jovial de notre premier ministre. C'est une annonce qui a été faite en février. Et là, tout le monde était là. Notre ministre de l'Environnement, il était à nous autres, M. Charette. Oui. Notre ministre de l'Éthique était présent. Les responsables... Ça, c'est Fitzgibbon? Oui, ben oui. Et de l'énergie. C'est pour ça qu'il était là, parce qu'on parlait d'hydrogène. Bref, Fred Alstom, Alstom, pour lequel le Québec a
essayer de les contraindre à garder une usine au Québec en les finançant de plusieurs dizaines de millions de dollars. On ne sait pas encore exactement ce qui va arriver à la Pocatière. Alstom, donc une compagnie qui a racheté Bombardier Transport par train. Et là, dans le fond, qu'est-ce qu'on nous annonce? C'est que le fameux train Coradia, il s'appelle comme ça, va rouler, Fred, un train à hydrogène et il va relier les Chutes Montmorency à la belle région de Charlevoix. Mais voyons donc! Mais pas par les voies qu'on s'imagine trop pleines. Il y a un chemin de fer privé qui est le chemin de fer de Charlevoix qui appartient au groupe Le Massif. Et eux ont accepté de remplacer ou d'ajouter un train de plus qui ne sera pas au diesel. C'est-tu le petit train qu'on prend quand on va à l'Hôtel Germain? Là? Ben, moi, je prends pas beaucoup. Ça doit pas être ça. Je vais pas beaucoup dans Parce les hôtels. qu'il y a un autre train à Rivière-Saint-François qui longe le fleuve. Mais je pense que c'est peut-être ça, Fred, parce que c'est un joli train. Oui, c'est ça. Mais là, ça va être un train Écrivez-nous. à hydrogène. Et donc, empreinte carbone absolument zéro, parce que l'hydrogène... C'est donc bien le fun. Comment ça fait ça? Mais c'est étrange, hein? Même moi, je l'ai pas vu. Hier, on n'a pas entendu parler. En février, j'allais pas très bien. Fait que peut-être que... Non, mais pourquoi on n'en a pas entendu parler, Fred? C'est parce que c'est un gros flash mauve, comme on dit. C'est un gros flash bleu, parce que ce train-là est bleu. On salue Plume. Oui, on salue Plume. Vous googlerez gros flash mauve. Oui, et vous l'écouterez surtout. Fred, ce train-là, c'est un projet pilote il fait le tour du monde. Okay. Et là, il arrive ici. Et là, ici, on a une usine Alstom. Donc, on peut nous faire miroiter. Je comprends. De faire rouler ce train-là tout l'été. C'est ce qui va arriver. Il va relier Charlevoix et Québec tout l'été. Il va y avoir des vraies personnes dessus. Et on se dit, c'est un projet pilote pour peut-être plus de trains hydrogène. Peut-être qu'Alstom pourrait utiliser l'expertise qu'on aura eue en observant ce train aller un été de temps pour construire des composantes. Mais ça, c'est rien d'écrit. Là. C'est juste des idées. Ce qui est vrai, c'est qu'Alstom va avoir tout un spot publicitaire tout l'été de temps dans le Charlevoix, à côté de Québec. Ça va faire des photos extraordinaires. Et moi, évidemment, je vois ça. Puis d'un côté, je me dis, mais c'est quand même cool parce que du transport lourd à hydrogène, ça fait partie de ce qu'on peut considérer comme étant une bonne idée. C'est pas comme si on disait on va commencer à chauffer des maisons alors qu'on a plein d'autres façons. Mais moi, je me disais, dans ce projet pilote-là, qu'est-ce qui est un effet de pub pour la CAQ? Pour dire, regardez ce beau projet de mobilité durable en même temps qu'on pense à un troisième lien, ce qui n'a pas de sens. Là. Et qu'est-ce qui est un vrai projet pilote puis qui va avoir un vrai impact? Fait que là, j'ai creusé un petit peu parce que je me disais, l'hydrogène va venir d'où? Il n'y a pas de filière hydrogène. Mais non, au Québec, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a Air Liquide qui a le plus gros électrolyseur au monde. C'est à Bécancour. Mais eux, ils ont leur clients hydrogène déjà. C'est juste que là, maintenant, ils sont capables d'offrir plusieurs tonnes par jour d'hydrogène produits sur place. Et ils ont un réseau de distribution. Puis il y a un aspect technique, c'est que la façon la plus efficace de transporter l'hydrogène, c'est de le liquéfier. Pour ça, il faut qu'il descende à moins de 250 degrés. Donc, il n'y a pas de réseau de tuyaux qui existe. Air Liquide a ses clients, son système. Là, je me dis, est-ce que c'est eux qui vont fournir l'hydrogène à Québec? Je ne penserais pas. Et là, en continuant à creuser, on se rend compte qu'il y a une seule pompe, une seule station-service au Québec où tu peux théoriquement remplir ton bon vieux char à hydrogène. Ouais. C'est à Québec. C'est une pompe, une station Arnois qui est sur le boulevard Wilfrid Hamel. Et cette station-là a été bien financée par le gouvernement, mais Arnois Énergie a mis de son argent dans le pot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux autres ont leur propre électrolyseur, donc produisent de l'hydrogène sur place, ce qui est efficace. C'est-à-dire, on le transporte pas. C'est ça. On le produit avec de l'électricité verte au Québec. Puis là, dans le fond, mais qui consomme de l'hydrogène? Bon, à Québec, il y a un programme particulier avec Toyota. Il y a 50 Toyota Mirai qui sont... On ne la connaît pas, cette voiture-là, parce qu'elle est à l'hydrogène. Fait que à Montréal, vous ne pourrez pas la remplir. Pas encore. Mais à Québec, il y a une entente. Donc, ces 50 voitures-là ont été vendues ou louées à Québec. Et il ne faut pas qu'elles s'en aillent. Elles doivent rester à Québec. Elles doivent rester là parce que ça assure une clientèle, un marché à cette unique station-service. Ça doit être les auditeurs de Radio X qui conduisent ces Toyota-là parce qu'ils ont bien peur de sortir de Québec, eux autres, pour venir à Montréal. Malgré que Toyota, c'est pas très mascu. Je vous laisse glisser dans cette pente glissante et je reviens donc à cette pompe Arnois puis je me dis...
Puis c'est annoncé, en fait. Arnois était aussi à la conférence de presse tout sourire pour dire c'est nous qui allons fournir l'hydrogène vert, parce qu'il ne s'agit pas d'hydrogène brun produit à base de gaz naturel. Fait que là, Fred, je creuse un peu, puis j'essaie de trouver des gens qui peuvent répondre à mes questions. Personne, nulle part. Jusqu'à ce que Est-ce qu'ils refusent ou vous les trouvez pas? Non, je les trouve pas. Je trouve pas l'information. Il y a des gens qui existent, mais tu peux pas les rejoindre. Et je rejoins finalement Catherine Gosselin, qui est une chargée de projet senior, qui est aussi une femme qui a un doctorat en stockage de l'hydrogène de l'UQTR, donc quelqu'un de sérieux. Et elle est chargée de projet senior pour cette station-là chez Arnois Énergie. Et Arnois Énergie, donc, on apprend, vous et moi, qu'ils développent en même temps des énergies peut-être du futur comme l'hydrogène. Ils se positionnent. Ça reste intéressant, même si eux sont là, ils le disent, pour faire de l'argent. Ils ne sont pas là pour sauver la planète. Non. Et donc, ce que j'apprends, c'est que la capacité de production de ce petit électrolyseur à Québec, qui n'a rien à voir à Bécancour. Le Bécancour, c'est des tonnes par jour de production. Là-bas, c'est 200 kilos par jour. Mais la plupart du temps, les 50 Mireilles ne viennent pas faire le plein tous les jours. Ils ne font jamais le plein. Imaginez-vous si vous aviez une des seules voitures à hydrogène en Amérique du Nord et qu'il y avait une seule pompe. Vous attendez pas de rouler sur les fumes, comme on dit. Non. On fait le plein souvent. Vous attendez pas que la lumière allume pour vous dire « D'après moi, je me rends ». C'est ça. Ça arrivera pas avec une... Fait que, bref, on est en production excessive tout le temps. Et donc, c'est facile pour eux d'embarquer dans ce projet-là. Et là, ce que je me posais comme question, et que sans doute personne d'autre au monde se posait, c'est eux, leur réseau de distribution, il est fait pour alimenter 50 autos. Oui. Mais là, le train n'ira pas se remplir sur le boulevard Wilfrid Hamel. Il va se remplir ailleurs. Et comment ils vont le transporter? Est-ce qu'ils vont s'inventer un réseau de distribution à moins 250 degrés? Ça me semblait impossible. Et j'ai ma réponse. Ça va être Ils utilisent une technologie de compaction, c'est-à-dire le gaz qu'ils produisent sur place, avant d'entrer dans les voitures, il est compressé. Donc, il va prendre moins de place qu'à pression atmosphérique normale et il va être mis sur un camion. Donc, ça, c'est nouveau. Donc, ils ont dû modifier leur pompe pour alimenter pas seulement des autos, mais aussi des camions, pas très gros, qui vont aller remplir des réservoirs qui vont à Baie-Saint-Paul. Et donc, ce train-là va faire Montréal... pas Montréal, non, parce que le rail ne communique pas, c'est seulement... Et d'ailleurs, ce train-là ne peut pas rouler nulle part au monde parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des trains à hydrogène encore. C'est parce que c'est un projet pilote, parce que c'est un rail privé, donc ça n'aurait pas pu marcher ailleurs. OK. Non, mais attendez, tantôt, vous avez dit que ce train-là va quand même se promener. Oui, mais il y a toujours un projet pilote, puis il ne roule pas sur n'importe quel rail. Okay. Et donc, il y a peut-être des lois différentes en Allemagne. Okay, et donc, mais il sera toujours à l'hydrogène. Partout, il va se promener. Okay, c'est lui. Puis il faut comprendre, hydrogène, c'est pas un moteur qui brûle de l'hydrogène. C'est un moteur, ce sont des moteurs électriques, mais qui sont alimentés par une pile à hydrogène qui, elle, transforme l'hydrogène en électricité. Okay. Intéressant, tous nos trains qui brûlent du diesel, en réalité, ce qui fait tourner les roues de la locomotive, c'est de l'électricité. Donc, dans chaque train, il y a un transformateur, un alternateur. Fait que tous nos trains sont en fait électriques, mais alimentés ou bien par une génératrice à diesel ou une pile à combustible hydrogène. Ah oui, voilà. Fait que là, Fred, où je m'en allais là-dedans, c'est, de toute évidence, c'est un stunt publicitaire pour la CAQ, pour Alstom aussi, pour le Massif aussi. Et après cet automne, quand le projet pilote s'arrête, ce train-là s'en va. Et donc, il s'en va faire un stunt ailleurs. Okay. Et Alstom espère vendre des trains. Et peut-être qu'on pourra fabriquer une partie de ce train-là à la Pocatière dans 5 ans. C'est possible. Par contre, l'aspect filière hydrogène, là, vraiment, il y a quelque chose d'intéressant. Pas pour les gens de mobilité durable, mais pour les gens qui s'intéressent simplement à ça comme filière du futur. Ben, c'est la première pompe qui est déjà en fonction, mais elle fonctionne juste avec des petites autos. Là, on intègre du transport de gaz compressé. On va devoir former des techniciens qui n'existent pas. La formation elle-même n'existe pas non plus. Alors, il faut manipuler de l'hydrogène en sécurité. Fait que c'est l'UQTR qui a dû former, qui a dû s'inventer une formation qui n'existait pas. Ça m'intéresse. Ben oui, j'avoue. Et après ça, on va voir ce train-là qui roulait en Allemagne. Maintenant, qui va être au Québec, qui va être à telle pression atmosphérique, avec tel type de courbe, ça va être quoi sa consommation? Et donc, juste pour la filière hydrogène, Arnois se positionne. Oui. Arnois fait une recherche parce qu'on dit partout que ce qui est intéressant, c'est pas le transport de l'hydrogène, c'est tu le fabriques puis tu le vends autour. Parce que aussitôt que tu le transportes, là, tu dépenses du gaz, tu dépenses du pétrole pour transporter un gaz propre. Ça devient un peu absurde. Mais là, ce qu'Arnois se demande, y a-tu moyen de faire de l'argent pareil? Un peu moins, mais tu sais. Fait que moi, ça m'intéresse dans le sens, mais il faut vraiment juste pas être dupe. C'est-à-dire... Cela dit, ça se pourrait que ça
encourage l'installation de ce train-là éventuellement. Tout à fait. Puis c'est un incontournable. Il faut commencer quelque part. Ouais, mais en même temps, je trouvais qu'il y avait J'essaie d'être d'optimiste parce que... Il y avait beaucoup de monde qui souriait, Fred, à cette compte. Puis je me disais, OK, finalement, pour vrai, on entend ça, on se dit, train hydrogène, c'est merveilleux, ça s'en vient, l'apocatière, les contrats, alors qu'en réalité, ce que moi, je vous résume, c'est que finalement, pour la recherche qui tourne autour, l'UQTR va aller chercher des données très, très intéressantes sur le transport de l'hydrogène, l'accumulation, la consommation. Et puis, Arnois va se faire une expertise. Puis Arnois, c'est une pétrolière d'ici. Puis c'est pas des producteurs de pétrole. Fait qu'eux autres, c'est des transporteurs. Et donc, peut-être qu'ils font partie de l'avenir en ce sens-là. Mais après ça, Fred, on s'en va ensemble à Victoriaville. Oui. Et là, il n'y a personne qui nous parle de ce projet-là. Et on nous parle de choses beaucoup moins tape à l'œil. Oui. Et là, c'est ça qui nous reste. Après avoir fait ce passage à Victoriaville, il ne faut pas se faire remplir de projets brillants. Là. Qu'est-ce qui nous reste finalement de ce beau forum? Oui. Soudain, je ne pense plus au train de Charlevoix. Non. OK? Non. Je me dis, moi, j'ai décidé de ne plus avoir de voiture. Oui. Et je suis dans une zone où c'est peut-être le plus facile de tout le pays. Et en plus, j'avais une occasion de lâcher mon auto. Je me suis séparé. Et ça, c'est une des choses que je garde, Fred, de cette... parce qu'il y a comme plein d'éléments. En m'en venant ici, tantôt, là, j'avais une charge d'informations que je me dis, hey, je me rappelle de beaucoup d'éléments. Ça veut dire que c'était bien fait. Mais les gens changeront pas d'auto. Puis même dans les par simple principe. Mais ni à tout moment. C'est-à-dire, si tu as acheté une auto il y a 2 ans, puis tu penses, coudonc, ça me coûte cher. Oui. Puis là, je me rends compte qu'à Montréal, il y a différentes façons de se promener. Même à Montréal, c'est pas à chaque instant où les gens vont se départir de leur auto. Fait que première des choses, si vous pensez changer d'auto dans 2-3 ans, essayez donc de vous poser la question, est-ce que c'est possible maintenant? Puis la journée où vous prendrez la décision, peut-être que vous choisirez, comme moi, d'économiser plusieurs milliers de dollars par année. Autre élément qui me reste en tête, Fred, les Québécois payent collectivement par année 30 milliards de dollars pour faire rouler leur voiture avec ou sans S. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent que les gens, les particuliers investissent pour se déplacer. Ce chiffre nous vient d'une personne qui s'appelle Catherine Morancy. Et elle aussi, elle me reste en tête, Fred, parce que ça me semble être un mélange de grande gueule comme vous un peu, doublé d'une chercheure qui a ses dossiers sur le bout des doigts et elle s'intéresse à quoi, elle? Ce qui n'est pas toujours mon cas. Ce qui n'est pas tout le temps, mais vous n'êtes pas avant tout un chercheur universitaire. C'est pas pour ça qu'on vous appelle. Non. Mais Catherine Morancy, vraiment, quand elle prend la parole, soudainement, tout le monde se demande mais comment ça se fait qu'on ne fait pas déjà tout ça? Et j'ai hâte de voir sa présence dans les médias, ce qu'elle va engendrer comme réaction. Maintenant, je crois, à l'émission de Patrick Lagacé au Gouvernement du 18. Donc, on s'entend qu'il y a beaucoup de monde qui écoute ça. Et quelle sera la réaction? Et beaucoup dans leur voiture. Fred, j'ai été complètement stimulé par ça. Alors, je me permets... Je remercierais bien les gens de Victo, mais ça va être vous que je vais remercier. Parce que c'est vous qui avez choisi de m'inviter et j'en ai profité à souhait. Mais c'est possible parce que les gens de Victo nous ont invités. Et c'est merveilleux. Et faire déplacer la balado dans ces événements-là, il y a un coût. Oui. Mais ça fait partie, je pense, de la mission de la balado, de donner cette possibilité-là, d'ouvrir, dans le fond, cet espace médiatique que j'ai créé à des organisations qui partagent nos valeurs. Fait que cette réflexion-là avec des chercheurs qui ont les deux mains dedans, c'était effectivement passionnant. Et je remercie Pierre Buisson, c'est lui, le chargé de projet au Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, qui est auditeur aussi de la balado, qui m'a écrit aux airs, j'aimerais ça vous faire venir pendant le forum à Victoriaville. Alors merci Pierre, très 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 apprécié. Je remercie encore les panélistes, les gens qui ont accepté de venir s'asseoir autour de la table avec nous. Donc merci à Florence Poliac-Scherer, qui est professeure au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM et qui est aussi à la tête de la chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente. Merci à Geneviève Dick, conseillère en développement des communautés, MRC de la Haute-Côte-Nord, et merci à Jérôme Laviolette qui a terminé il y a à peine 2 mois son doctorat à Polytechnique Montréal en génie des transports sur la question de notre dépendance à l'automobile et qui est maintenant chercheur indépendant et conférencier et qu'on va réentendre, j'en suis certain, parce qu'on a jasé après, évidemment, l'enregistrement et ce jeune homme a le feu en lui et je sais qu'il y avait déjà plein d'autres activités qui s'en viennent pour justement partager ses connaissances. Voilà. Et on va terminer en musique comme on le fait toujours. Et là, c'est rare, j'envoie la chanson, absolument, je le fais seul le vendredi. C'est une chanson de char, évidemment. J'avais pensé à Gary Newman, Cars. Ouais. Mais elle joue souvent. Et j'ai plutôt choisi une chanson de Fred Fortin qui est très associée au char. Parce que dans tous les groupes
auquel participe Fred Fortin. Il y a souvent Gros Méné, Galaxy 500. Mais Galaxy 500, c'est un modèle de voiture, Ford Galaxy. Le char est très présent. Ben, ce monsieur-là, si je me trompe pas, ici s'est déplacé. Il vient de Saint-Prime. Ben voilà. Il n'y a pas de transport collectif à Saint-Prime. Non, il n'aurait pas pu. Alors, c'est une chanson tirée de son premier album que j'ai tellement beaucoup écouté, qui est son album éponyme Joseph-Antoine Frédéric Fortin-Perron, sorti en 96, qui à ce jour est encore mon album préféré. De lui? Ouais. J'ai beaucoup aimé Fred Fortin. Je suis un peu moins suivi sa carrière dans les 2 derniers albums, mais cet album-là est très, 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 très bon. Mais ça, c'est votre côté très rock. Oui, que j'aime beaucoup. Ouais. Et du rock québécois. En 96, il commençait à en avoir beaucoup plus qu'il y en avait. Puis c'est pour ça que je me suis lancé vers Fred Fortin. Puis c'est Pierre Follier, à l'époque, qui avait fait une chronique qui avait découvert Fred Fortin. Donc, c'est la chanson « J'embarque dans mon char ». Puis ce qui avait été dit aussi dans le forum, c'est que les gens solo, c'est ça qui est problématique. Puis là, ben, dans cette chanson-là, il est un peu spécial, le narrateur. Il est seul dans son char et aimerait avoir quelqu'un d'autre. Oui. Fait que oui, il y a du covoiturage, mais en même temps, c'est un conducteur solo un peu étrange. OK. On va aller écouter ça. Et bonne semaine tout le monde. On se retrouve, évidemment, la semaine prochaine. God, je me rappelle plus la prochaine chronique, c'est bientôt quand même. Ce sera la première du mois. Moi, je m'en vais au Mexique la semaine prochaine. Ah oui, donc ça sera vos impressions de retour. Je pourrais vous parler de culpabilité, d'éco-culpabilité en revenant. Éco-culpabilité, oui. Ça, c'est un bon concept. Pas pire, hein? Paquet de monde qui me tape sa batterie, se pète les bretelles en comptant leur vie. C'est pas de ma faute si j'ai pas d'amis. Pose pas de questions, je compterai pas de menterie, comme on dit. Embarque dans mon char, je vais t'emmener direct tout ce qu'il faut. Come on baby, away! 100 000 à l'heure rendu Toboski. C'est vite pour voir que t'es en vie. C'est pas de ma faute si j'ai pas d'amis. Tu peux sortir, mais à mon avis, t'es mieux dans mon char. Je vais te mettre la radio. Come on, baby, away! Le futur est en avant, le passé est en arrière. Si tu veux le présent, regarde-toi dans le miroir. Regarde le ciel, c'est beau, fais-les voir! Les nuages, les oiseaux, l'univers! Duster, ça gravelle. Check en arrière, la poussière d'étoiles. C'est pas de ma faute si j'ai pas d'amis. C'est moi le messie, pis j'suis toujours en vie. C'est mon char. Assise à ma droite. Come on, baby, away.